Eric a été un homme de cœur. Bon, on sait tout ce qu'il a fait pour le milieu supporter. Et je peux vous avouer, aujourd'hui c'est Guillaume qui est à mes côtés, mais normalement ça devait être Thierry Fraisse. Une grosse pensée pour Thierry Fraisse. C'est lui qui m'a appris cette mauvaise nouvelle. Et je pense aussi à l'épouse, aux enfants et à la maman d'Eric. Et on lui dédie cette émission, on va essayer d'être bon pour lui. Merci Jean-Luc. Et justement, on va venir à des choses plus joyeuses parce que Eric, Dieu sait si c'était un bon vivant et il aimait vraiment profiter de la vie. Donc on va lui rendre hommage aussi en gardant notre bonne humeur pour ce soir et en pensant très fort à lui. On voit que vous êtes tous connectés, que bien sûr vous compatissez avec nous dans la peine et donc on va essayer maintenant de vous parler rugby et de positiver tout ça parce que on a quand même eu un week-end renversant, on va dire, de la part de nos Jaunards, avec un super match à regarder. Je dirais, on a un peu tout vu pendant cette rencontre, et puis ça termine un peu comme ce fameux France-Galles, par un renversement de situation assez exceptionnel. Donc voilà, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Au départ, jusqu'à cette dernière action, je restais un peu sur ma faim. J'étais un peu frustré, c'est vrai que ça jouait par à coups, c'était saccadé. Je trouvais qu'il y avait une... Je retrouvais pas les... J'étais sur ma faim, je restais sur ma faim et malgré les beaux éclairs qu'il y a eu, il y a eu des éclairs individuels. On a eu des très bons matchs de Toyava, il y a eu des belles performances individuelles. De Toyava, Moala, pardon. De Moala, je veux dire Moala, Toyava. Moala, pardon, excusez-moi. Alex, on parle de rugby, c'est un sport que tu connais, non ? Ah, ça va, toi, faut pas te tromper, quoi. De Moala, et non, j'étais resté sur ma faim et c'est vrai que ce dénouement là qui arrive comme un pétard qui explose à la tronche de tout le monde, aux yeux des Bristol Bears. Alors j'étais un peu content parce qu'ils n'ont pas su tuer le match aussi. Ils ont pas su garder la SM loin. Michel Rochefort est forcé de constater qu'on a eu chaud. Ça commence bien. Mais non, match particulier. Ouais. Match un peu particulier. Alors je suis très content que c'est gagné à la fin, mais je suis resté sur ma faim. Bon, David, tu as pu regarder un peu le match, voir quelques images. Oui. Quel est ton rapport d'ailleurs un petit peu au rugby de haut niveau maintenant que tu as connu toi ? Est-ce que tu es un fervent encore ou est-ce que tu regardes ça d'un petit peu plus loin ? Non, je suis quand même très très attentionné sur les résultats de Clermont cette année comme les années précédentes parce que c'est mon club de cœur. Donc je suis les résultats plus ou moins bons du club depuis le début de saison. Et c'est vrai que sur ce match-là, cette rencontre-là, les Clermontois ont été très irréguliers. Ils alternent le bon, le très bon et le mauvais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va retenir cette dernière action qui a été magnifique, où tous les joueurs ont joué juste de la première seconde de l'action à la dernière seconde, et avec beaucoup d'intensité. Et ce qu'il faut retenir, c'est la victoire, parce que c'est vrai que se qualifier pour les quarts de finale en Coupe d'Europe en gagnant chez les Anglais, c'était non plus pas très facile. C'est jamais simple. Donc c'est pas simple du tout. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut retenir que le positif de cette rencontre pour préparer ce quart de finale à domicile. Après, moi je suis d'accord avec vous les copains. Il y a une chose qui m'a fait énormément plaisir, moi, c'est on en parlait lors du match avec Carnot et Jean-Luc pendant le match, mais la rentrée de Morgan a été décisive, quoi. Il a repris les clés du camion en main et j'ai retrouvé un Morgan Parra, moi, qui m'a fait énormément plaisir. C'est pas parce qu'il est venu chez nous il y a 15 jours, ça a peut-être embelli, c'est le seul qui passe chez nous et après qui est bon. Mais sincèrement, ça taille. Il a repris les clés du camion et ce qui m'inquiète un tout petit peu sur ce match, mais bon, après il y a que la victoire qui est belle, mais c'est que c'est les individualités qui nous ont fait plus gagner que le collectif. Et ça me fait un peu peur pour
pour le week-end prochain. Et ce qu'il y a de particulier en plus, c'est qu'il sortait quand même d'un stage, donc où c'est ça, plutôt tu as le temps de travailler un peu dans le détail et ton jeu collectif. Donc, Et puis il y avait eu ce match au Stade Français où ils avaient déjà peiné et puis montré pas mal de scories. Et puis tu dis, derrière, on n'en a pas forcément tiré les enseignements quelque part. C'est vrai, alors tu vois, justement, quand tu me posais la question tout à l'heure, je repensais à ce match du Stade Français, où les Parisiens se sont clairement mis une balle dans le pied avec cette indiscipline. Ils ont fait des fautes de partout, des cartons, 2 cartons jaunes, un carton rouge, enfin bon, ils ont craqué complètement. Et justement, j'aurais aimé retrouver une ASM un peu plus maître de son jeu. Et j'ai trouvé que là, on avait un jeu qui était haché, que c'était il y a eu des exploits individuels qui ont fait la différence. Et ça a marché, tant mieux. Maintenant, les Bristol Bears, ils sont 12e ou 13e du championnat anglais. C'est une belle performance à gagner là-bas, bien sûr. Hein, je le renie C'est pas. les Wasps. Hein. Les Wasps, putain, mais je suis bien ce soir. Fais pas tomber le plexi. Le plexi va tomber après. Excusez-moi. Et du coup, cette performance, je la trouve qu'elle est belle, mais on reste un peu sur notre fin, quoi. Mais est-ce que vous pensez pas que moi, franchement, en regardant le match, t'avais l'impression, en fait, c'était un match de début de saison, quoi. Presque, presque, t'as raison. Ouais, qu'il n'y avait aucune cohésion dans le groupe, quoi. Ça m'a étonné. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Jean-Luc. Il y a peut-être un point, parce que je suis d'accord avec David. Moi, je dis, si nous avions eu la maîtrise du jeu comme la fin de match, je crois qu'il y a 18 ans de jeu, et sans faire de faute, 4 minutes sans perdre le ballon. 4 minutes sans perdre le ballon. Séquence de malade. Ça serait merveilleux. D'ailleurs, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce qu'on fait une entame de match catastrophique. Penaud qui m'échappe ce ballon, c'est le Japonais qui vient taper dans ce ballon, Raka qui sauve qui pour une fois, Matsushima, il sauve la maison. Il faut quand même le dire, parce que souvent on critique. Mais là, l'héritier Raka qui me plaque cet ailier qui est sur le bord de touche et qui me plaque bas, il n'y a pas de plaquage haut, etc. C'est super plaquage. C'est impeccable. Alors on s'était un peu régalé par contre avec cet essai de Jovan, suite à une belle percée d'ailleurs de Moala, et une belle percée aussi de Damien Penaud, qui a amené l'essai de Bézi. Donc ces 2 essais nous ont permis un peu de rester collés au sport. Par contre, je trouve, mais ça c'est peut-être les lignes arrière qui vont nous le dire, c'est que j'ai l'impression que les Anglais avaient préparé leur coup et qu'il y avait eu une lecture du jeu de Camille. On s'est fait perforer entre le 10 et le 12. Sur les touches. Je ne parlerai pas de la touche. J'ai rencontré Dominique Gabi pas plus tard que dimanche matin. Mais la touche, il me dit, mais je ne comprends pas. Et bien, des réflexions qu'on s'était fait. Dominique me dit, je ne comprends pas que quand on perd nos balles en touche, on continue à aller balancer en fond de touche. Et on en parlait avec Guillaume, qui va peut-être nous dire, et tu en avais déjà parlé, j'ai le sentiment qu'on n'a pas de jumper dans cette équipe actuellement. Ouais, on n'est pas super équipé en touche. On n'a pas de. Non, c'est vrai, on n'a pas de. Là, on a Paul qui était le sauteur, qui était l'un des sauteurs principaux. Il nous manque cruellement Alex Apandric, son expérience. Arthur, forcément. Il manque. Enfin, il y a quand même des mecs qui manquent là-dessus. Parce que les lancers, on critique beaucoup les lanceurs, mais je pense que les lancers sont pas mauvais en soi. Après, on a quand même un problème de timing et on joue souvent sur les mêmes touches et j'ai l'impression qu'on est lu très très souvent en fait. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que la touche, c'est une phase qui est déjà très lue, très observée. Il y a beaucoup de travail de vidéo qui est fait dessus par toutes les équipes. C'est un travail qui demande beaucoup de cohésion, qui est très fin. C'est sûr qu'on va souvent fustiger le lanceur parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. On dit le ballon n'arrive pas, il a mal lancé. Non, c'est pas ça. Comme tu as très bien dit, il y a un jeu de coordination, de connexion, de tempo, et aussi de savoir lire la défense ou en tout cas ne pas donner d'indice à la défense pour pouvoir te ménager un espace et sauter dans cet espace-là.
Donc c'est un jeu qui est complexe, c'est un jeu d'échecs qui est complexe. On voit dans les commentaires, et c'est bien remarqué le paralyse, Jules qui dit que belle rentrée de la naine qui effectivement Qui a fait du bien en touche. il a fait du bien. Mais c'est un Les bon copains, jumper. les copains, C'est quand lui même. qui fait la Alors moi, conquête du là, je ballon qui m'adresse à amène à David. l'essai, au dernier essai. Il contre, il a contré, fait ouais. son job de mais deuxième moi, je barre, il a plaqué, il a fait une super Arnaud. rentrée. Oui, pardon. Arnaud, moi je m'adresse aux spécialistes, à Alex et à David sur le plateau. On est le 6 avril aujourd'hui. Les problèmes de touche, Ça, c'est ce on que tu veux les dire. a depuis septembre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sérieux. On n'aurait pas pu trouver. Alors moi je sais pas, hein, j'ai pas les prétentions d'avoir la technicité, mais on n'aurait pas pu contourner ces soucis. Franchement, votre avis à tous les deux, il n'y aurait pas eu moyen de trouver quelque chose d'autre? Parce que c'est pas nouveau ça. Non, c'est vrai que le problème, il date maintenant depuis plusieurs mois en arrière. Il y a eu tellement de blessés sur des joueurs cadres charnières sur la touche que ça a complètement désorganisé donc, ce domaine de jeu. Et retrouver des leaders de la touche, parce qu'il y a un leader de la touche, celui qui fait les annonces en général, et toute une organisation autour de ces annonces. C'est vraiment un travail de très longue haleine. Ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est vrai que quand il y a pas mal de joueurs qui reviennent dans le circuit et qui changent de poste, ça modifie toutes les organisations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, quoi. J'ai trouvé un peu la carburation pendant un Ouais, moment. Là. ça va un peu mieux retombé. avec un Judica Concordia qui prenait un petit peu d'épaisseur là-dedans, qui devenait un peu leader. Je reprends un mot qu'a Pierre David qui est hyper important, voire même qui est essentiel sur la touche, c'est la confiance. C'est qu'ils ont eu un début de saison un peu contrarié avec beaucoup de blessures. D'ailleurs, il y a eu quand même pas mal de mots, notamment en deuxième ligne sur des postes de jumper. En troisième ligne, on ne peut pas dire qu'on a été très épargné non plus. Ouais. Donc la touche a été blessée physiquement. Bien sûr. Et du coup, il y a du retard qui a été pris, ça c'est une évidence. Et ce retard fait que tu as tout ton arsenal de touches, il n'est pas aussi au point et maîtrisé que si tu avais pu travailler de manière sereine et pérenne. Et en plus, tu as ce jeu où les autres, ils appuient, ça fait mal. Et ils savent très bien que là, la SM, ça va un peu moins vite, c'est un peu moins réactif, un peu moins. Du coup, on va appuyer dessus. Et ils ont raison. Après, Non, je réagis là à Alice Jules qui dit quand je vois le potentiel qu'il y a derrière, quel dommage qu'on soit mauvais devant. Je pense que, faut pas jeter le bébé et le bain. J'ai le sentiment qu'on a des difficultés, alors, et parfois, non, en mêlée fermée, on a des difficultés en touche, mais dans le jeu d'avant, et le dernier essai en est la preuve, on arrive quand même. On est capable de faire des performances et on marque souvent d'ailleurs par nos Ouais, avants. mais tu as raison. Jean-Luc, je suis d'accord avec. Vas-y, On fait, excuse-moi Alex, on fait des performances, ça je suis d'accord. Poste ligne par ligne, poste par poste, mais collectivement parlant, on a quand même du mal à avoir une cohésion. Force est de constater, mon cher Alex, que non, mais honnêtement, collectivement, les matchs sont pas aboutis. Franchement. Bernard Gouta, quand il est venu sur le plateau, il était content de retrouver de la cohésion, du liant, il disait. Et c'est vrai qu'on dirait qu'on l'a reperdu. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire des avants qui concassent devant et qui libère des bons ballons pour derrière, parce que quand on voit effectivement le potentiel, comme dit Alice, Tsushima, non. Bon, c'est vrai que ça fait rêver là, cette ligne de 3/4, et Bien quand sûr. on la met dans de bonnes conditions, on se rend compte qu'on peut tanner quelque part n'importe qui. Mais c'est vrai que on ne peut pas utiliser, le principal problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser la rampe de lancement qui est la touche. Parce qu'on a vu ce que ça donnait. Et la mêlée par moment, parce que la mêlée, elle n'est pas sereine. La mêlée n'est pas sereine. Les Wasps, ils nous ont trouvé sur des premières mains, sur des lancers en touche. Intérieur à Camille, 10, bien sûr. Parce qu'ils envoient des leurs et que Fritz se fait prendre plusieurs fois à prendre le mauvais quelque part. Non, mais t'as ça l'impression ouvre qu'on la marche porte, par quoi. à-coups. C'est bien en fait. joué, mais. On marche par à-coups. Pardon, vas-y, quel autre? Non, je dis, on marche par à-coups. Il n'y a pas de continuité.
Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un match abouti. Bref, voilà, c'est ça, ce week-end, j'espère. Alors, pour préciser un peu mes propos du début, quand je dis que je suis frustré et que je reste un peu sur ma faim sur ce match-là, c'est que je n'arrive pas à revoir, hormis par épisode cette saison, ce sentiment un peu d'une machine qui se met en place et qui déroule. Et alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours nickel, mais on sent qu'il y a une maîtrise, qu'il y a une constance, que la conquête, elle est sereine, elle n'est pas parfaite, mais elle est sereine, elle est structurée, et que du coup, les exploits individuels ne sont qu'une résultante d'un travail collectif cohérent. Et là, je le retrouve pas encore. Et c'est ce qui me laisse un peu sur ma faim sur ce match-là, parce que certes ça gagne, certes il y a des bonnes performances individuelles, je suis content de voir une bonne rentrée de Morgan, de voir un Moala qui reprend les couleurs, d'un Matsushima qui s'est assumé, c'est génial, je suis super content. Mais il manque un peu de matière. Mais quand je vois ça, les copains, je suis persuadé, honnêtement, après c'est dans mon fond intérieur, et j'ai posé la question à Morgan qui avait pas l'air de. Enfin voilà, après lui il est dans le jus en même temps, mais le départ de Franck et l'incertitude qui plane autour de l'ASM, des contrats, de qui va jouer, qui va dire, je suis persuadé que ça joue. Oui, bien sûr. Le contexte général n'est pas hyper favorable, c'est sûr. C'est pas serein, on va dire. C'est pas serein, c'est normal. Non, mais déjà depuis le décès d'Eric, le premier, ça commence là aussi. Quand ton président il décède de manière un peu comme ça, abrupte, c'est pas évident à construire. Tu as un nouveau président qui arrive, qui va forcément, même s'il va prendre la continuité, qui va mettre un peu à sa patte, qui va aussi remanier l'arbre hiérarchique, c'est normal. Les relations vont être différentes, les rapports humains vont être différents. Et Franck qui jette le pavé dans la mare, qui dit salut. Du coup, il y a toute une stratégie de positionnement, mais que ce soit dans le staff, que ce soit dans une réunion du staff, c'est 20 personnes. Hein. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est une équipe, c'est 20 personnes. C'est aussi une équipe, ouais. Donc c'est beaucoup de monde. Donc c'est pas que les joueurs, hein. C'est pas que c'est les adjoints. Donc il y a une. C'est pas évident. C'est une période qui doit pas être simple à gérer en interne Non, après, ce qu'il faut, c'est vrai que ça a été signalé, mais Guillaume, je sais pas, toi, tu peux peut-être nous donner ton regard là-dessus, mais sur effectivement le fait d'avoir retrouvé Morgan depuis plusieurs matchs maintenant, et cette rentrée qu'il nous fait, ça a forcément contribué à ce qu'on aille chercher ce match jusqu'au bout, parce que son esprit de chien, bien sûr, et parce qu'il est ultra gagneur, qui s'est mobilisé son 8 de devant et qui vient savoir mettre le plaquage sur un gros que certains neufs viendront pas forcément faire. Après, moi je trouve que Bézi fait pas une mauvaise première mi-temps. Ils ont chacun leur style de jeu. Quand Bézi revient intérieur pour marquer son essai, qui au soutien là-dessus est plutôt fort. J'avais trouvé que Bézi avait fait une très bonne rentrée moi au Stade Français, parce que le Stade Français, les 20 dernières minutes, où on est très très serein sur les 20 dernières minutes, parce qu'au Stade Français on est proche, mais on sent pas. Là, contrairement au match des Wasps, le match du Stade Français, tu sens que tu vas le gagner. Enfin, moi, j'ai senti derrière mon écran qu'on allait le gagner. Ouais. Qu'on était beaucoup plus serein. Il s'est frité, il s'est frité tout seul. Quoi. Voilà. Et là, c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, à la 60e, quand ça ne va plus, faut faire rentrer. C'est le facteur X, un peu Morgan, pour changer le cours de la partie. Et on le voit sur les 4 dernières minutes, il colle au ballon, il relance. C'est le taulier. Dans le bon sens, c'est le taulier. Ouais, après, tu vois, j'entends beaucoup qu'on les oppose un peu, quoi. Et ça me perturbe un peu, ça, moi, parce qu'il ne faut pas les opposer. C'est au contraire une chance d'avoir deux joueurs de ce calibre-là, qui ont en plus des profils différents, qui te permettent de jouer sur des leviers différents dans ton management d'équipe et même dans ta dynamique de match. Il y a des moments, tu vas avoir plus besoin d'un profil de Bézi, un puncher, soutien presque 9e avant, ou alors un stratège qui va être un peu plus organisateur et motivateur, quoi, plus leader de groupe, exactement. Si tu m'autorises, Arnaud, là on a quand même deux joueurs internationaux. Ils ont connu chacun l'équipe de France.
Tu parles de cette concurrence. Franchement, quand Morgan est venu il y a 2 semaines, j'ai pas senti que ça te gênait. Pas du tout. Pas Hein. du tout. Hein. Pas du tout, il est à l'aise. Mais vous avez à un moment, je me souviens plus qui tu avais à ton poste, David, qui tu avais à ton poste, Alex, mais vous avez connu ces périodes de concurrence en club. Comment vous avez vécu ça Moi, concernant, c'est vrai qu'à l'époque où je jouais, on était plusieurs, 3 carrels. Il y avait donc Aurélien Rougerie, il y avait Jimmy Marlu, il y avait Nicolas Nadeau aussi, il y avait, on était beaucoup qui pouvaient jouer titulaire tous les week-ends. Et on était vraiment tous copains. On était très très copains. On savait qu'un week-end sur 2, on ne pouvait pas jouer, et l'autre week-end on jouait. Après, c'est 2 choses différentes. En dehors du groupe, on est tous copains, et quand on est sur le terrain, c'est à nous justement, avec cette compétition, enfin cet esprit compétitif qu'on a, de vouloir s'imposer sans tourner la veste sur nous, quoi. Sans nuire au groupe, ouais. Pour le groupe, sans nuire au groupe. Donc du coup, c'était une concurrence qui était plutôt saine, très très saine, et c'est ce qui nous a permis à tous d'avancer, d'avoir les carrières qu'on a eues tous ensemble, quoi. Après, tout dépend aussi de ton climat d'équipe. C'est-à-dire que, comme dit David, c'est vrai que dans toutes les équipes, tu as 3 ou 4 joueurs, ou même plus, pour chaque poste. Donc c'est, d'un côté, c'est un petit peu, même un peu, quand ils pensent, c'est un peu jobbard, parce que tu te dis, les gars, ils sont en concurrence, ils sont 4 ou 5 pour un seul poste, et malgré tout, il faut qu'ils jouent ensemble et qu'ils jouent un jeu collectif, quoi. Et donc c'est de la beauté aussi du sport et de l'activité rugby qui fait qu'on a besoin de tout le monde et qu'il y a des profils différents, et que, comme dit David, il y a une émulation collective. Néanmoins, tu restes aussi compétiteur, tu te défends aussi, tu t'accroches pour ta place. Quand tu vas être sur le terrain, tu veux essayer de faire ton meilleur match, pour l'équipe, mais aussi un peu pour toi quand même, et pour essayer d'y revenir la semaine d'après. Et quand ton partenaire il a la place et qu'il fait un bon match, tu te dis, bon, il va falloir que je fasse mieux. Donc, et il y a cette dynamique positive. Maintenant, ça c'est quand tu es dans des groupes qui sont sains et que ça se passe bien. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, ça peut être plus compliqué, ça peut être, c'est chaud, ça se bat à l'entraînement. J'ai déjà vu, moi, c'est pas des choses qui sont graves, mais c'est des choses qui sont après qui sont pas très bien managées. Ouais, c'est dur, et puis c'est dur à gérer après. Bien sûr, parce qu'après il faut savoir gérer les temps forts, temps faibles sur une saison, sur des semaines. Dans une équipe de rugby, hein, toutes les semaines, on va dire que tout est remis en jeu, quasiment. Donc c'est des projets à une semaine. Donc si tu joues, tu es du bon côté, tout va bien. Quand tu n'es pas du bon côté, tout va moins bien. Et surtout, je pense, quand ton avenir est incertain et que tu ne sais pas la saison prochaine, bien entendu, ça rajoute du stress, mais c'est hyper simple, bien sûr. C'est encore pire. Quand on voit là, je ne sais pas si vous avez vu l'info, a priori il ne prolonge pas Nanaï Williams. Ouais. Le mec, je me dis, voilà, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas ce qu'il va faire. Ça commence à y cogiter. Il y a une grande précarité. Alors c'est sûr qu'il y a le côté pile du sport de haut niveau avec tout le fantasme que ça peut représenter, mais on ne perçoit pas le côté face. Hein. Le travail que ça demande, les souffrances que ça demande, et cette pression permanente. C'est-à-dire que moi, il y a eu plein de fois en début de saison, je disais à ma femme, écoute, allez, cette année, c'est sûr, on se casse. Il y a 9 chances sur 10 qu'on se casse. Et puis finalement, je partais pas pour X raisons. Et il y a eu plein de fois où, en cours de saison, tu dis, bon, je vais prendre des contacts avec d'autres clubs parce que c'est pas possible. Et puis, où tu restes, où tu pars. Après, c'est la vie du moment, quoi. Oui, parce qu'après, il y a une période de la saison qui est charnière et des moments clés, bien sûr. qui fait que on profite d'une blessure d'un autre concurrent, on profite aussi de la bonne santé de forme qu'on a aussi sur le moment, donc du coup on s'impose, et c'est vrai que ça peut tourner très vite, hein, une carrière, une saison sur une saison. David, toi, pour revenir sur le jeu de nos jaunards, oui. Quel regard, toi, tu portes en tant qu'ailier international sur nos ailiers, justement, sur les Raka, Penaud Ils courent pas assez les yeux fermés, comme toi. C'est vrai. Ils réfléchissent trop. Ils réfléchissent trop. Comme sa taille. David, c'était l'enfer parce que David, il passait les gars, mais il savait pas où il allait. Et nous, pour le suivre, c'était très très compliqué pour le récupérer, quoi, pour les soutenir, quoi.
Non, moi je trouve qu'ils sont à l'image un petit peu de l'équipe. Hein. Ils alternent le très très bon parce que Raka il est capable de traverser tout le terrain, comme il est capable de faire de mauvais choix et coûter des points ou perdre le ballon inutilement. Donc ils sont à l'image de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont en recherche de confiance en permanence et je pense qu'ils sont tous à la recherche d'un match référence. Qu'ils n'ont pas eu encore cette année, ils n'ont pas eu de match référence. Contrairement aux Toulousains, on en parlera plus tard, mais l'ASM, clairement, cherche aujourd'hui son match référence, que ce soit sur la touche, sur la mêlée, ou dans l'organisation offensive ou défensive. Elle cherche vraiment son match pour lancer sa saison officiellement. T'as vu, il y a ton fan club qui se connecte, là, Bénédicte Ménini, qui est beau gosse, le nouveau chroniqueur. Et donc, oui, effectivement, tu parlais de te projeter sur le gros match qui nous attend le week-end prochain. Ça sent le gosse, là, les mecs. Là, vu comme ça rigole, là, je te dis que là, il doit y avoir des dossiers. Là. Il y a des dossiers qui traînent. Pas du tout. Et donc, nos amis internautes, là... n'ont pas cessé de le faire remarquer. C'est vrai qu'il va falloir hausser le ton le week-end prochain parce que là on va affronter ce qui se fait de mieux, je pense, en ce moment en Europe. Voilà. Donc là on attaque par la face nord tranquillement. Effectivement, on a des joueurs qui ont crevé un peu l'écran. Là aussi, on nous le signalait dans les commentaires. Lionel parlait du pilier fidjien Ravaille. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un pilier courir comme David Bory d'ailleurs. C'est vrai que ouais. Oui, de quoi et donc du coup voilà, se profile à l'horizon l'ogre toulousain. Donc on compte tous. Je compte beaucoup sur un manque d'humilité de nos amis toulousains avec Hugo à la tête. Là, je mettrais bien une pièce là-dessus, puis avec nous en tant que petits poussés, d'aller sortir le gros match. Alors, on n'est pas petit poussé, on reste quand même numéro. On est troisième ou deuxième, quatrième, je sais pas comment on est, troisième. Quatrième championnat. Donc on n'est pas petit poussé, on n'est pas super à l'aise, mais on n'est pas non plus. Alors je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu péché d'orgueil des Toulousains. Et je pense aussi que quand tu vas jouer à Toulouse, qui est quand même l'épouvantail du moment, la grosse équipe du moment, t'as un peu peur quand même. Tu n'as pas envie de passer pour un con. Tu reçois Toulousain, t'as pas envie de passer pour un con à la maison. Hein. Ouais. Et je vous rappelle le dernier match à domicile des Toulousains. Je t'explique. Hein. D'accord, mais c'est dit ici par Gilles Courtens, un peu de façon humoristique. Il dit le match référence de Toulouse, c'était contre Montpellier. Faut pas oublier que le Montpellier du Gorée est allé gagner à Toulouse. D'accord. Il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc la réponse c'est possible. Et que enfin, vous le savez bien, messieurs. Vous le saviez bien, messieurs. Vous qui avez fait des phases finales contre Toulouse. Toulouse a tendance à la bonne habitude, malheureusement pour nous, à la bonne habitude de nous battre en finale, mais sur les matchs éliminatoires, on leur a souvent fait des misères. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais les gars, si c'est pour y aller, enfin si c'est pour recevoir et prendre une fessée, autant directement aller au clean à Rion, ça coûtera moins cher et on aura moins l'air con. Et c'est fermé l'outre. Il y a longtemps que t'es pas venu. Ah ouais, non mais les gars, moi, je vous parle des vieilles références, moi, pour la fessée. Non mais sérieux, enfin moi Toulouse me fait peur, mais enfin merde, on est chez nous quoi. Et s'il y a un match à sortir, je pense que c'est voilà, c'est. Ils n'ont pas eu un match très facile au Munster Ils ont lâché le gaz, t'as raison. Ils ont 60 minutes très compliquées. Il y a un exploit de Lebel sur notre futur ouvreur où il le met sur les fesses avec un cap d'école, mais le Munster fait un gros match et le Munster en plus sortait de la finale du Pro 14 la semaine d'avant, donc avait déjà lâché du gaz.
Moi, je pense que. Et puis, on a beaucoup d'internationaux quand même qui ont joué. Là, ça leur fait. Ils seront au 5e match de très haut niveau pour la première ligne. Ils enchaînent. Enchaînés de suite. Quoi. Non, c'est vrai que les Toulousains vont manquer de fraîcheur. Ça, c'est clair et net. C'est Il faut espérer indubitable. là-dessus. Parce que Toulouse, Ça, c'est sûr et certain. quand tu regardes Toulouse, c'est quoi? C'est tout de suite, c'est une très grosse mêlée et qui casse toutes les mêlées. Ouais. En touche, c'est des contreurs. Leurs ballons sont sûrs. Ils ont les deux doubles mètres là. Les Ah, mais frères Arnaud. ils ont quand même C'est pas ils ont marrant. du monde au paddock. Ils ont des blessés quand même. Ils ont quand même du monde qui est blessé. Il y a des joueurs qui rentrent fatigués. Le 3e ligne découpeur de tête là. Il reprend, non? Bah si, il doit pouvoir rattaquer. Il a juste pas pu jouer là Oui, le week-end. parce qu'il était cas il était contact ou je bloqué sais pas par quoi. le Covid là, mais ouais. là c'est passé limite. Donc là pour nous ce sera bon. Hein. Ouais, lui Ouais, va être un élément moteur, ce c'est que dit sûr. Gérard Durand dans les commentaires, ça me rassure parce qu'il dit que Noves aurait déclaré que personne n'allait battre Toulouse. Donc bon, vu les conneries de Noves les dernières années, on va peut-être gagner. C'est pas faux. Ça C'est me pas rassure. faux. Non, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Ce match, il est inquiétant. C'est quand même l'ogre toulousain. Maintenant, je suis assez. Je suis d'accord avec toi. T'es à la piole quand même. Mine de rien, t'as gagné. T'es en quart de finale. T'as gagné en Coupe d'Europe. Alors même si le match n'est pas abouti, ce que tu veux. Les Toulousains, ils m'ont pas fait rêver, moi, contre le Munster. Ils ont subi, t'as raison, ils ont subi, alors j'aurais pas dit les 3 quarts du match, mais une bonne mi-temps. Bonne 50 minutes. Ouais, c'est ça, 50 minutes. Ils ont bien chargé. Ils manquaient ils trouvaient pas le fil. Et donc ça a donné aussi des éclairages sur comment attaquer le match à l'ASM. Donc, ouais, ça va être un match engagé. On va pas prendre une branlée, ça c'est clair. C'est clair et net. Ça va être un match engagé et ça va jouer à pas grand-chose. À pas grand-chose. Moi, je vois bien nos jaunes et bleus faire alors pas faire un coup parce que tu es à la maison, mais rester au contact. Et non, De toute façon, Et puis, il va y avoir des matchs dans le match. On parlait, oui. on parlait des numéros 9 tout Là, à l'heure. t'as des duels. Hein, Je pense que quand on connaît la ronce, entre guillemets, ouais. et Non, c'est sûr. il va vouloir démontrer qu'il est encore au niveau et que le gamin Dupont, il peut lui faire des misères sur un match. Moi, quoi. je suis pas d'accord avec toi, Alex. Hein. Si on gagne, pour moi, ça sera un coup. Hein, parce que tout le monde voit Toulouse gagner allègrement. Et nous, on n'a rien à perdre. Et si, t'es à si domicile, on gagne, t'aurais été à l'extérieur, c'est ce qui m'a fait. En fait, c'est ce qui. Alors j'ai pensé Ouais, ça mais parce que aujourd'hui- c'est ce qui m'a fait me tromper au début quand aujourd'hui- j'ai dit on va jouer à Toulouse. Non, parce que justement, on n'a pas rien à perdre. Là, tu joues à domicile. Alors même si comptablement, je suis d'accord avec toi, t'as rien à perdre parce que bon, tu perds, tu vas oui. pas tomber au classement particulièrement. T'es pas en Non, danger voilà. tout de suite. T'es pas en Par danger. contre, Toulouse, tu vois, ils arrivent auréolés de. Voilà, tout le monde attend Toulouse, quoi. Honnêtement, cette année, tout le monde attend Toulouse. Toulouse a Si, plus à pour moi- perdre, c'est sûr. Voilà, pour moi, si C'est on pour gagne, ça qu'on peut croquer on fera sur un ce coup. match. Tu vois, franchement, sincèrement. Hein. C'est pour ça qu'on Moi, je le peut vois plus croquer. comme ça. Mais moi, je suis plutôt favorable. Après, bon, il y aura quand même la vérité de devant. Hein. T'as beau tourner comme tu veux, c'est les avants qui gagnent les matchs. Hein. Et les 3 quarts qui font la différence. Hein. Un petit mot peut-être, Arnaud, Vas-y. je vois que Naya nous parle. Elle veut faire une haie d'honneur avant l'entrée Oui. des joueurs au stade Marcel Michelin. Donc Naya, on informe que tous ceux qui veulent venir, mais tu expliques sur ton compte Facebook un petit peu comment ça se passe. Alors il y a la difficulté pour ceux qui sont loin, donc et qui n'auront pas le temps après de rentrer chez eux. Donc dis-nous un petit peu par message comment ça se passe et qui tu attends devant les grilles du Michelin. De toute façon, c'est une Moi- bonne moi- idée moi, parce ça que va ça a être l'air de compliqué pour s'organiser moi. de manière bon enfant. Là, c'est sympa et je pense qu'ils pourront faire ça tout en respectant un peu les mesures. Donc c'est une très belle initiative. Puis je pense que les joueurs ils seront sensibles s'ils ont un soupçon d'adrénaline au moment où ils vont passer les grilles du stade. Donc c'est malheureusement le minimum qu'on peut faire en tant que supporter. Ça fera du bien. Ça peut le faire, les gars. Ça fera beaucoup de bien. Ouais, ça fera voilà. beaucoup de bien aux joueurs. Il y aura ce frisson. Il faut quand même penser. Hein, David, je sais pas comment tu vois les choses, mais t'imagines là, tu joues dans des stades vides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Oui, le l'un ou match, l'autre, vous avez le pas match connu à ça. l'extérieur, C'est la folie, quoi. le match à l'extérieur J'ai jamais connu ça, quoi. ou à domicile, c'est plus vraiment des matchs C'est à traumatisant. l'extérieur parce qu'il n'y a plus de public, donc le 16e homme n'a pas lieu. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats de ce début de saison, il y a énormément de matchs de victoire à l'extérieur. Et je ne suis pas sûr que Toulouse, avec un match rempli avec la Red Army, ils seraient imposés Oui, comme. c'était pas le même match. C'était ouais. pas le match. Hein.
Parce Quelle qu'on connaît pression. très bien C'est vrai, non, t'as raison. le pouvoir du 16e homme au Munster, c'est pas le même. C'est Et pas le même. même punition à Clermont. Et clairement, évidemment, c'est pareil. Ouais, c'est clair qu'on aurait été content de pousser derrière les jaunes et bleus pour. Oui, Bah, regardez, nous on fait une émission, personne ne nous regarde, et puis bon, bah, on fait quand même. C'est le replay, tu mets tout sur le replay, toi. Tu mets tout sur les podcasts, je toi. mise tout là-dessus. Ça va être Donc de jingle, toute façon, on jingle. va croiser les doigts pour ce match et puis en plus derrière on peut il y aura un tirage au sort, donc on va enfin peut-être retomber sur une équipe étrangère, parce que c'est ce que disait Morgan aussi dans la presse. C'est quand même dramatique. C'est pénible quoi d'être obligé de tomber contre des Français, mais bon là malheureusement Bah là, 5 clubs français. 5 clubs français. Qualifiés, c'est On du tombera jamais pas vu. sur Toulon, hein, les copains. Ça, par contre, Ouais. Voilà. Là, c'est vrai qu'on tombera pas contre Toulon. Enfin, ils peuvent se la manger, les Toulonnais. Hein. Ouais, Et c'est le président est un peu colère. Hein. Si on a 5 minutes à la fin, on pourra en parler. Ouais. Notre ami Audebert, entraîneur l'année prochaine. Ouais. Titi, Ah oui, on n'y est pas. Ah, mais là, C'est dans les clous, on voulait pas le balancer. Ça y est, voilà, c'est dans les clous. Et ça transpirait. spécialiste de la touche en plus, on en cherche désespérément. Thibaut Privat, c'est content qu'on dise ça. C'est la touche. C'est clair. Et donc du coup, on avait quand même une autre actualité aussi ce week-end, c'est qu'on a vu les filles passer une belle volée Ah ouais, ça fait du bien. à leurs homologues galloises. Et en plus, je dirais c'était plaisant à regarder parce qu'on a vu des belles phases de jeu, on a vu des... Moi j'ai adoré cette demi de mêlée qui met des grands tampons tant qu'elle peut, que ce soit des avants ou des trois quarts. Et comme une pensée aussi quand même pour Sam Chirou, qui est l'entraîneur responsable des filles et qui fait du bon boulot. Et c'est vrai que là, ils avaient gros sur la patate elles avaient gros sur la patate, le staff, tout le groupe avait gros sur la patate sur le report de leur Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y avait un petit esprit de revanche, de en profiter, de tout casser, et elles l'ont très bien fait, quoi. Ouais, puis on voit émerger des nouvelles têtes un petit peu. Cette arrière là, c'est peut-être un peu inquiétant d'ailleurs pour notre pour Jessie, c'est pour sûr. Jessie. Oui, c'est vrai que bon après elle fait une bonne rentrée, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes. On voit que Sam renouvelle son groupe aussi. C'est le jeu pour lui, c'est vrai. Et oui, c'est le jeu. Non, et puis moi j'ai eu Sam quelques jours avant le match, il nous a expliqué, je lui avais parlé, tu fais bien d'en parler, du report de cette Coupe du Monde, en disant est-ce que ça a posé problème. Je crois qu'avec Annick et Hérault et Sam, ils avaient rencontré l'ensemble des filles pour évoquer cela, parce que c'est vrai que ça peut être un tournant. On en avait parlé. Des femmes, elles peuvent vouloir faire une maternité et ça veut dire reporter d'un an. Donc, non, c'est long. Je crois qu'ils ont causé de tout cela, et aujourd'hui ils se sont dit dans ce groupe, si nous ne faisons pas la Coupe du Monde en 21, et il y a ce tournoi redessiné. Et je fais une autre berle. Je dis pas tout. Et donc, elles ont envie de gagner ce tournoi reformulé, recomposé. Et donc, ça a commencé par cette belle victoire contre le Pays de Galles. Il faut lire l'article de Rugby d'ailleurs, qui a fait un très bel article sur la victoire de ces filles. Et maintenant, donc, il faut aller gagner en Irlande. Et puis, les articles de Rugby, on les boit. C'est magnifique. Tout sera possible. Et pour en revenir à Sam, quand on lui a posé la question, est-ce que ça... comment vous entraînez les filles, il a dit comme les garçons. Et donc tu le connais suffisamment, tu as entraîné avec lui. Donc l'artiste. Il a un comportement d'entraîneur de rugby. Point final. Lui, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de détail. Hein. Et très content pour lui, très content pour Annick, et très content pour les 3 filles de Romagnac qui étaient dans le groupe. Ah, c'est très bien. Et pour toutes les filles d'ailleurs. Ouais, c'est une belle revanche sur un peu enfin moi j'appelle ça du dénigrement, hein, clairement. Hein.
Parce que annuler la Coupe du Monde, on en a déjà parlé sur le plateau. Je trouve ça honteux et je trouve que c'est aujourd'hui où on crie au féminisme des fois à outrance. Là, effectivement, il y a scandale. Là. Enfin, voilà, pour non, moi, c'est vrai qu'il y a scandale. Et puis il faut penser après que la Coupe du Monde, ça reste un objectif comme dans une carrière sportive. C'est quand même un aboutissement. Sportif, et là, tu as des filles qui vont pas pouvoir la faire, quoi. Donc du coup, tu as raison. Le tournoi, c'est leur dernier moment. David, tu l'as joué, toi, Alex. Malheureusement, t'as pas joué. Je t'ai pas invité. C'est le rêve. C'est le rêve de tout un sportif de jouer les plus grandes compétitions. Voilà, et tout le monde se prépare quand tu es international. Tu te prépares pour ce type de compétition. Et si on t'enlève le rêve, pour moi, c'est scandaleux. Voilà. Il y a peut-être un mot à dire parce qu'il est éducateur et il a beaucoup de filles. Parce qu'en fait, tout ce rugby féminin par beaucoup de. Bon, on ne va pas faire offense à Romagna, mais par beaucoup de la région parisienne. Hein. On a la chance, en région parisienne, d'intégrer les filles jusqu'en minime. Ouais, donc, avec des clubs et puis le pôle de Brétigny-sur-Orge où les filles elles sont intégrées. Et on a beaucoup de filles qui viennent au rugby. D'ailleurs, il y a certains clubs, des fois on joue contre plus de filles que de garçons comme on est mixte. Et c'est vrai, on s'en entraîne tout le monde de la même façon. Et moi je trouve que les filles, elles ont quand même une capacité, même si elles sont moins développées physiquement, elles sont très 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 à l'écoute. Techniquement, ça prend tous les conseils et elles progressent. Elles ont une phase de progression qui est plus rapide quand elles sont jeunes. Tout à fait. Alors je te rejoins. Et moi j'en ai parlé avec Sam et même d'autres entraîneurs qui ont entraîné les filles, notamment à Lille et ainsi de suite. Ils trouvaient les filles beaucoup plus réactives sur les contraintes du haut niveau. C'est-à-dire qu'elles allaient être beaucoup plus rigoureuses dans leur investissement personnel. Elles allaient comprendre tout de suite les enjeux de la nutrition, de la récupération, des étirements, de la prépa physique. Elles allaient être beaucoup plus actrices de leur rugby, de leur carrière. Et ça peut paraître paradoxal de prime abord parce que tu dis les filles vont moins grandir dans ce fantasme du rugby de haut niveau ou du sport de haut niveau, et exactement qu'un garçon qui va plus être tourné dedans peut-être. Je ne sais même pas, alors que pas du tout. C'est elle qui. J'ai eu plusieurs remontées comme quoi certains garçons, joueurs, pros, il ferait bien d'aller faire un tour chez les filles pour voir comment ça se passe et voir un peu l'abnégation qu'il y a et les valeurs essentielles qu'on aime tous dans le rugby qui sont encore là malgré le haut niveau et qui est vrai chez les filles. David, il peut en parler parce que dans sa famille, sa belle-sœur a joué à haut niveau et je suppose que tu regardes peut-être déjà tu suis le rugby féminin depuis longtemps. Alors, je suis, disons que je regarde un petit peu les résultats et les différentes performances qu'elles peuvent faire chaque week-end. Mais effectivement, donc, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, moi, d'encadrer un petit peu les filles sur une période courte pour remplacer Annick Hérault qui partait en équipe de France avec son staff. Donc elle me demandait sur quelques semaines de m'occuper d'elle sur le rugby et sur la préparation physique parce que je suis plus spécialisé moi sur la préparation physique, et c'est vrai que j'étais quand même assez impressionné, on va dire, parce que je connaissais pas du tout ce public là, de cette rigueur, de cette application, de cette écoute que j'avais en face de moi. J'avais l'impression d'avoir des enfants. En fait, c'était des adultes, mais j'avais l'impression d'avoir des enfants et je leur disais de faire quelque chose et se lever. Et puis c'était fait, quoi. Sans rechigner, sans râler, sans se poser de questions. Et elles appliquaient les consignes. Et c'était plutôt très agréable de les encadrer. C'est vrai que c'est ce qui revient à chaque fois à l'unanimité sur l'encadrement des filles, que ce soit Sam qui en parle ou d'autres. C'est vrai que c'est cette assiduité qui est immédiate, on va dire, sans avoir de coup de gueule à passer. Et maintenant, il faut espérer qu'elles confirment ce très bon résultat, parce que dès qu'elles vont croiser le fer avec les Anglaises, ça va être un débat, parce que c'est très très costaud, c'est en avance sur nous, je pense, sur pas mal de choses. J'espère qu'on a comblé ce retard là dans cette prépa Coupe du Monde qui n'a pas lieu. Donc
on va croiser les doigts, on va les suivre et les supporter, On leur voir souhaite de gagner ce ce tournoi. que ça peut donner, bien sûr. Jean-Luc, on va parler un petit peu Pro D2 et puis après on se consacrera Ok. à notre petite rubrique. Bah, la Pro D2, vous avez les tableaux qui sont préparés par l'autre. Bravo là l'autre, bravo. Ouais. Donc Rouen qui se Ouais. refait la cerise, hein, et qui allait gagner à Béziers. Hein. Colomiers, Provence Rugby, à Provence, c'est compliqué, je ne sais pas comment ça va se finir. Donc Colomiers allait gagner non, c'est Provence. Colomiers a gagné chez lui contre Provence difficilement, mais bon, c'est simplement un bonus défensif pour Provence. Mont-de-Marsan-Soyaux, alors c'est la grande surprise, c'est que Soyaux est en train d'essayer de faire une remontée, même s'il plafonne toujours à la dernière place, mais ça se réduit. Montauban, on en parlait un petit peu en off. Montauban et équipe sous stress et sous tension depuis un petit moment là et c'est vrai que l'avenir est un peu assombri là et surtout là quand ils perdent chez eux ça a craqué complètement en plus. Et pourtant il y a des affaires c'est un fief du rugby là aussi. Là. Ah bah Alors, oui là bien sûr. Je ne sais pas si ça piaque. ça fera changer David Agilou, parce qu'il m'a dit quand tu annonces Valence-Roman, tu la fermes, tu dis Valence. Pour moi, Roman, c'est Roman. Et d'ailleurs Gilou qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Oui, Et je vois qu'il y a Bruno de Hieronymus qui est supporter un petit peu de Colomiers aussi, là, parce qu'il avait suivi la Screlle un peu dans ses aventures à Colomiers. Là. Donc Valence-Roman, taper Vannes, c'est une surprise. Vannes n'a pas pu s'en sortir. Biarritz qui a battu Nevers, il va y avoir des matchs compliqués pour Nevers s'ils veulent être dans les 6. Et donc Aurillac, C'est ça ouais. Aurillac, vas-y, Et je rejoins Géraud là. Alors oui, il mérite la victoire, mais franchement au début du match, moi je voyais mal parti, et honnêtement quand je vois le match nul à la fin, je me dis c'est plutôt pas trop mal, il s'en sort pas trop mal. Maintenant, c'est pas trop mal payé. Par contre, le souci qu'il y a, c'est comme on faisait le point un petit peu avant, c'est qu'au classement, ça sent ça chauffe un peu. On a le les fesses, quoi. classement. C'est simple, quand vous regardez la 12e place qu'occupe Aurillac et Soyaux-Angoulême qui est donc 16e, vous avez Aurillac qui a 44 points, Mont-de-Marsan 44 points, Aix 42, Valence-Roman on a les 40 points. Je les ai préparés. Hein, Tout le monde est dans un mouchoir de Et poche. Soyaux est à 35, ça veut dire que vous avez 9 points, points pour 5 matchs à jouer. C'est sûr, c'est. Donc de la 12e à la 16e place, moi je ne suis pas capable de faire un pari. Idem pour aller de 5 à 6, puisque de Carcassonne qui a 53 points, Béziers 53 points, Nevers 56 points, Oyo qui souffre, Oyo 61 et Grenoble 61, vous avez 8 points d'écart pour 5 matchs encore à disputer. On se rend pas compte, mais c'est un championnat de malade, la Pro D2. Il y a encore un beau petit jeu de mots, Titi, pourvu qu'Aurillac ne laissera que des miettes. Aurillac, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour eux, parce Tu suis un peu David, la Pro D2 Oui, je regarde toujours le match qui est diffusé le jeudi sur Canal. Donc, Aurillac qui vont serrer les fesses jusqu'à la fin, c'est sûr. Ce qui reste quoi après? Il en reste quoi? J'ai pas regardé après sur les. La les semaine prochains matchs. prochaine, c'est pas simple, puisque vous avez déjà un Soyaux Angoulême, donc Montauban. Donc, par rapport à ce qu'on disait sur Montauban, c'est. Ouais, c'est que eux, Vous avez un Nevers Aurillac. Donc Nevers, eux, luttent pour être dans les 6. Non, c'est sûr. Aurillac lutte pour éviter la descente. Et après. Et vous avez un Aix-en-Provence, Grenoble. Ouais. Ouais, ça va jouer jusqu'à la Non, fin. le tirage n'est pas. Il y a un Perpignan-Biarritz qui. Ouais, ça va se niveler, ça. Et un Oyonnax Béziers, donc Oyo, faut pas qu'il se loupe non plus. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, Aurillac, là. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Après, bon, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que. Et après, vous avez un Vannes Colomiers, donc Vannes va sûrement se reprendre, quoi. Je pense que pour les 2 premières places, c'est joué, quoi. Perpignan et Vannes. C'est plié, les deux. Et même Soyaux, c'est pas mort.
À 10 points. Et la grande difficulté, c'est que personne ne veut descendre, parce que Ah oui, tu descends je confirme. quand tu descends au niveau en dessous pour remonter. Ah, en fédéral élite, après, la remontée... on ne sait pas ce que ça va devenir complexe. d'ailleurs. National, bon, on n'en parle pas trop, mais c'est parce vrai que que. pour le moment, les championnats élite, sont arrêtés. Voilà. Là. Ça joue le national. National Non, National, joue. National joue il parce reste, qu'ils sont pros. Ah, il la reste Fédéral. 4 journées. Ah bon? Je regardais, Massy ne remontera pas, alors que ça avait été quand même une équipe qui faisait du jeu quand ils étaient en Pro D2, ils se font piller, etc. Mais ça va être, enfin... C'est la difficulté de Massy, c'est qu'aujourd'hui, moi mon club aujourd'hui, nos bons joueurs vont à Massy, mais aujourd'hui ils les gardent sur les catégories U14, U16 et au-delà ils se refont. Après, ça ils part se refont, c'est aspiré par Racing, Racing ou le Stade français. D'ailleurs, j'ai vu qu'on parlait de normal, Bibi. Oui. On parlait de Bibi vient de Massy. Oui, Ouais, oui. Viry-Châtillon. Wesley vient de Massy aussi. Non, Oui, Wesley, il n'a jamais joué à Massy. Il vient de Massif Central et du Il a PUC. joué au PUC. Le PUC. Ah, au PUC, pardon, tu vois. Massy, Tu peux t'endormir la loutre, c'est bon. Juniquel, Corrier, il y a... Ah oui, Corrier. Bibi qui a passé. Il y avait le premier, c'était Jimmy Marlu. Bibi, il est passé à Massy, ouais, d'accord. Après Viry. D'accord. Et Tadger, Mike Mike de Massy. Tadger, oui, Massy. Ouais. Ouais, de toute façon, ils en ont formé. À Chabada. notre époque, c'était Jimmy. Hein. Et Chabada. On avait joué contre Jimmy Marlu. On en avait joué. Bon, et donc David, je t'ai préparé, mais un peu tard, mais tu vas avoir droit à notre jingle, anecdote de vestiaire. Bon, le dimanche dernier, il y a eu la guerre, à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffarnazes, ça fait partir du jeu, on se régale. Hein. Putain. Et oui, donc David, tu vas être obligé de te prendre au jeu et de l'anecdote de vestiaire qu'on demande à chaque fois à nos guests. Oui. Donc voilà, n'hésite pas à balancer, il n'y a pas de souci, maintenant il y a prescription, tu peux y aller. Hein, Pas sur Elvis, c'est toujours lui qui charge. Voilà. Ouais, pas Elvis. Elvis, bon, on arrête On va parce pouvoir que sortir un DVD. Non mais surtout, on va faire l'émission vestiaire. Ne vous cassez pas la tête, ne prévoyez rien, on parle que du vestiaire avec Elvis. Je vais remonter à mes premières années, ma première année d'ailleurs où j'étais pro. J'ai fait mon premier match à l'ASM avec les seniors. C'était en 95 et je jouais donc mon premier match officiel avec l'équipe au Michelin face à donc au Coujou, les brévistes, et un match assez particulier. Donc moi je venais d'arriver, j'avais 18 ans. Donc, j'avais fait quelques matchs amicaux à intersaison. Et puis début septembre, match au Michelin, donc en soirée. le gros match. Le gros match. Le gros match, ouais. Et à cette époque-là, donc, quand j'ai commencé à débuter, il y avait tous les grands joueurs de l'ASM comme Olivier Merle, Philippe Saint-André, Jean-Marc Lermet, qui était capitaine aussi. De gros joueurs solides que je connaissais à peine. J'avais 2 mois de stage avec eux. Je les connaissais parce que je les voyais dans mes années précédentes en junior, dans des tribunes. Et me retrouver donc à leur côté ce jour-là, sur ce match-là, c'était déjà pour moi une très grande fierté. Et donc du coup, j'étais un minot, donc j'étais dans mon coin dans le vestiaire en train de me préparer avant ce match-là. Et puis forcément, plus les minutes avançaient, plus la pression montait. Et puis c'était un rugby qui était différent à l'époque de ce qu'on voit aujourd'hui dans les préparations. La préparation était différente surtout. La préparation était différente. Et c'est vrai que ça a été vraiment un choc pour moi culturel à ce moment-là de découvrir ce type de préparation. Et ça m'a marqué à vie parce que à cette époque-là, quelques minutes avant de se retrouver sur le terrain, de rentrer sur le terrain, on se mettait des tartes. Alors on était en rond, on se mettait des tartes ou des coups de tronche, on prenait le Saint-Ol, on faisait des frictions. Quand je dis on, j'étais pas, moi je découvrais, donc j'observais. Tu voyais ça de loin. Tu voyais ça de loin. Quand t'avais un bobéillard, machin, quand il se prépare avant un match, attention, il faut sortir il faut une dose de sécurité. Je pensais aussi à lui. Ça mord, hein. Et donc il plongeait les cotons dans les Saint-Ol, il se mettait dans le nez comme ça. Il respirait, et puis après il disjonctait complètement, quoi, ça se mettait
des grands coups de tronche. Il est géant, je pense. Et puis ouais, c'était des moments qui sont. Il y a des fois, c'était dangereux. Tu te rends pas compte, mais il y a des fois, c'était Très dangereux. dangereux. T'avais des grosses bêtes là, très énervées quoi. Tu voyais rentrer David Bory avec un bandeau sur le terrain, il a ouvert une arcade dans le vestiaire. Vraiment, c'était impressionnant quand il se mettait des grands coups de tête dans les murs aussi. Ça tremblait de partout, le vestiaire il tremblait de partout. Et oui. Et c'était un autre rugby. C'était un autre rugby différent, mais honnêtement, j'ai grandi avec ce type de rugby pendant des années avant que ça passe professionnel. Ouais, vraiment, avant que d'autres entraîneurs étrangers viennent donc nous entraîner vers les années 2000, 2001, où la préparation était un peu plus différente, puisque à cette époque-là, après, on prenait des pads et on boxait sur les pads. Le début du boxing. Voilà, au lieu de se boxer entre nous, quoi. C'est beaucoup mieux. David, en gros, si je t'écoute, à l'époque, les mecs qui sortaient du vestiaire pouvaient déjà faire un protocole commotion. Oui, il y en avait. Du coup, des mecs rentraient KO sur un terrain. Il y en avait déjà avant d'entrer sur le terrain, ils étaient déjà KO. Ah ouais, mais ça c'est clair. Ah oui. C'est déjà arrivé, ça, j'en ai déjà vu. Mais non, on va dire que c'était une préparation qui était émotionnelle. Qui était peut-être pas très physiologique et très adaptée à faire une performance juste après, physique, mais il y avait par contre d'un point de vue émotion, c'était assez fort. Hein. Tu ne peux pas rester insensible. Hein. Ça, je crois que tous autant qu'on est, ceux qui ont vécu ça, tous autant qu'on est, on en rigole, mais on y a pris du plaisir quelque part. Ah oui, parce qu'on est débile après. Après, tu fait partie comme tout le monde. Hein. Voilà, ça fait partie des choses qui manquent. Si tu rentres pas dans le jeu, tu te mets, ça veut dire que tu n'y es pas. T'es pas prêt au combat avec les copains. T'es pas du groupe. Ah ouais, et du coup, le mec qui t'attrape, ils vont te mettre dedans après. Ils te mettent des tartes quand même. Tu prends des tartes. Moi, ce que je trouvais génial, justement, c'est que quand tu étais à l'école de rugby et que tu savais. Ça filtrait quand même ce qui se passait dans les vestiaires des grands, quoi. Et que nous, on voulait faire la même chose, mais avec un peu de recul, mais non, on rigole. Ils se balançaient des boules de pétanque sur la tronche. Et on rigolait, c'est sûr que maintenant, c'est plus serein comme prépa, quoi. Il laisse moins de plumes dans le vestiaire. C'est plus polissé, et non, mais après, de manière très assumée, c'était une préparation qui n'avait pas de sens, qui n'était pas bonne. C'était pas une préparation faite pour faire une performance physique juste derrière, quoi. Les mecs qui sortaient, ils étaient complètement allumés, déphasés. Il fallait presque 10 minutes pour qu'ils reprennent les pieds sur terre et qu'ils se remettent à avoir une conscience tactique, stratégique, les annonces, les combinaisons, c'est toute l'opposition qu'il y a avec ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est toute cette génération-là qui dirige aujourd'hui le rugby, et quand on voit comment c'est organisé, t'as compris. Oui, c'est bien dit, mon cher, c'est bien dit, c'est bien précisé. On taira les dossiers, notamment sur des sanctions. Gagné ou pas gagné contre je gagnais. À domicile, la saison à tu as domicile. marqué Non, j'ai marqué pas les esprits non plus, mais non, c'était très bien. C'est un beau souvenir. Bon, question souvenir, on a eu une autre petite rubrique souvenir justement. Donc merci Ghislaine pour le jingle. Eh ben oui. Et oui, Greg Dubertrand qui est connecté aussi, oui, bien sûr, il a fait partie de tous les idiots qui mettaient des coups de tronche. Donc la certains étaient meilleurs que d'autres. C'est vrai que certains tu restais loin d'eux dans les vestiaires. La photo souvenir, je ne sais pas si on a pu la tirer, mais en tout cas, je voulais qu'on revienne avec David sur le Ben Narek, le challenge Ben Narek, qui chaque année, vous voyez, s'affronter. Jean-Luc connaît bien ça parce que Dieu sait s'il nous a remonté les pendules à ce moment-là. Déjà, parce que justement, je voulais revenir avec toi sur ce souvenir. On n'a pas la photo. Une photo des souvenirs sans photo. Voilà. Donc, mais c'est sympa. C'est Ghislaine l'a pas eu. On n'a pas été bon sur le coup.
Donc le Challenge Benarek qui récompensait le champion d'Auvergne à l'école de rugby. Et donc moi je crois que de toute l'école de rugby c'était ASM Vichy, Vichy ASM, ASM Vichy. Donc David qui a eu la... Oui. Attends, je te coupe, pardon, il y a un commentaire de Jackie Bougirou qui dit « Les combinaisons de vent, il y en avait maxi 2. » L'époque, je m'excuse, je te coupe parce que celle-là je la trouve énorme. Je te rassure, dans le premier quart d'heure, il n'y en avait pas 2 qui passaient. C'était un rat au rat. Excuse-moi Arnaud, on ne pouvait pas passer à côté de celui-là, il était trop bon. On la verra pas, je pense. Ça va être compliqué. Je sais pas si ça passera, non. Ça, ouais. On le devine, mais c'est en plus avec les copains ils sont rien dessus, je crois bien. Donc le Challenge Benarek, oui, je disais qu'il récompensait le champion d'Auvergne pour la catégorie école de rugby, donc de poussin jusqu'à minime, bien sûr. Et David qui et comme moi, de 76. Voilà, on a croisé le fer un certain nombre de fois depuis tout gamin. Et puis, bon, il faut le dire, c'est vrai que c'était l'homme à abattre, plus que moi, ça c'est sûr. Parce que David, il avait déjà cette capacité depuis tout petit à traverser le terrain avec le ballon. Donc, c'était pas très compliqué, on va dire que... Et en plus, il était aidé par son frère, qui jouait à l'ouverture, il me semble. Non, moi je jouais à l'ouverture. C'était toi, David était à l'ouverture. Mon frère jouait à l'arrière. Et l'ouverture, toi? Ah oui, oui. Que là, ça y est, Et les centres, ne voyaient pas le ballon. Alors il n'y avait qu'un seul problème, c'est qu'une année sur deux, les frères Bory jouaient ensemble. Une année sur deux, les centres voyaient le ballon, parce que mon frère jouait à l'arrière, donc du coup il devait passer par les centres. Voilà. Et l'autre année, effectivement, on avait, sans dénigrer qui que ce soit, mais on avait un effectif qui était un peu moins riche. Et donc je me permettais de faire un peu plus de tu jouais pour ta pomme, quoi. Perso. En gros, David, t'es en train de nous dire que Carias c'était une pompe. Ouais, mais n'empêche que Carias, il a plaqué Bory une fois et ça nous a permis d'être champion. Mais c'est vrai qu'une année sur deux, enfin chaque année on se retrouvait face à l'ASM, et une année sur deux je me retrouvais en finale face à Arnaud. Et le collectif de l'ASM, qui était bien plus huilé que celui du RCB, l'emportait assez régulièrement contre nous. Et il reconnaît donc qu'il y avait un staff école de rugby qui était d'un bon niveau, tu vois. Tu le dis pas, ça il y avait oui, c'est ça. Il y avait quand même Jean-Luc, des mecs comme Christian Merle, Bévert et tout. Voilà, c'était les légendes de l'époque. Mais en fait, ça m'a pas empêché après de finir à Vichy. Et c'est ceux qui m'engueulaient lors du Challenge Benarek, les Christian Valla, les Jiménez, etc., qui un jour m'ont dit tu peux bien venir entraîner avec nous. Ouais. Pourtant, Dieu sait qu'on s'en mettait sur le bord de touche. Donc d'ailleurs, pour terminer, parce que l'heure tourne, on va quand même faire un petit focus sur notre invité. David, on a essayé de résumer un petit peu, au moins déjà ta carrière professionnelle, mais ta carrière, elle a débuté d'abord à Vichy. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à l'école de rugby de Vichy qui est un bassin rugby quand même et qui tente... surtout à Christian Valla, justement, d'en parler il y a quelques secondes, qui a été pour moi un éducateur et une personne dans ma vie rugbystique qui m'a beaucoup apporté. Ouais, mais je crois que tu lui avais fait un très beau cadeau et il était très reconnaissant de ce geste. Oui. C'est que ton premier maillot d'international, tu lui l'as donné. C'est ça. Ouais, c'est beau. Ça montre toute ta personnalité. C'est une personne qui a énormément compté pour moi et qui, pour moi et ma famille, parce que je n'oublie pas que j'ai 2 frères aussi, un plus grand qui s'appelle Jérôme et puis plus petit Alexandre. Et grâce à lui, parce que je suis issu d'une famille où on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Ma mère était veuve, elle travaillait, avait un petit salaire. Et c'est vrai que quand on avait 7-8 ans, c'est à l'âge où on a débuté avec Jérôme le rugby, quand il est venu nous chercher à Vichy, ma mère n'avait pas forcément les moyens de nous prendre une tenue, une licence. Donc du coup, Christian... nous a
nous a pris sous son aile et puis nous a payé toutes nos cotisations, nous a payé nos chaussures de rugby, nous a payé nos vêtements aussi pour jouer au rugby. Et ça pendant plusieurs saisons, quoi. C'est une belle histoire, ça. Heureusement qu'il y a des gens comme ça d'ailleurs dans notre sport et je pense que sinon on n'aurait pas joué. On n'aurait jamais joué et c'est vrai que c'est pour ça que... Alors que toi, Arnaud, Jean-Luc, il t'a jamais rien acheté. Non, moi, il me mettait les coups de pied au cul, Jean-Luc. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez souvent repérés parce qu'il y avait beaucoup d'éducateurs. Christian en faisait partie, mais Jim aussi, je crois. Alain Dussin, qui étaient éducateurs municipaux des sports. En fait, les recrutements à Vichy se faisaient dans les écoles. Oui. Par ces joueurs-là. Oui, comme souvent. De toute façon, ça a été une très très belle école de rugby et des gens formidables. Moi, j'y ai passé 5-6 saisons et j'ai bien aimé le temps passé à Vichy. Oui. Alors David, si on veut retracer un peu aussi, il y a eu des belles histoires avec Vichy et puis après ça s'est plus ou moins bien terminé. Ça s'est noirci, oui, ça s'est noirci. Ça s'est noirci sur la fin. Parce que forcément avec Jérôme... d'abord, c'est parti par mon frère Jérôme qui passait donc Krabos, l'année où il allait devenir Krabos, qui était très performant avec Vichy. Donc forcément, il a fallu qu'il prenne une décision sur son avenir professionnel, son avenir sportif. Soit il restait à Vichy pour finir avec les copains, une carrière normale, soit il pouvait prétendre à jouer à un niveau supérieur. Et c'est vrai que quand clairement l'ASM est venu, les dirigeants de l'ASM sont venus chercher Jérôme, moi je fais partie du bagage, donc je l'ai accompagné de cette manière-là. Donc c'est d'abord Jérôme qu'ils ont voulu récupérer pour les Krabos. Moi j'étais encore cadet. Vichy ne l'a pas vu de cet œil-là et ils ont préféré nous bloquer la licence pendant 12 mois pour pas qu'on puisse jouer et freiner notre progression. Ouais, c'est un peu dommage après tout ce que vous avez fait. Voilà, c'est la rivalité. C'est la rivalité entre les deux clubs. Ouais. Et nous, on est au milieu et malheureusement, c'est vous qui en avez pâti. Malgré les soutiens du président, parce qu'à l'époque c'était Lapassé qui était président de la Fédération française de rugby. Pareil, le président de l'ASM qui est venu aussi dans mon appartement nous soutenir et essayer de rencontrer pareil le président de Vichy pour trouver une entente. Ça s'est jamais fait et c'est vrai qu'on est resté 12 mois sans pouvoir. On s'entraînait parce qu'on avait le droit de s'entraîner. Oui. On était couvert malgré tout par les assurances, donc on s'entraînait pendant un an à l'ASM, mais on avait interdiction de faire de la compétition. Les fameuses licences rouges. Oui. Voilà. Je crois d'ailleurs que dans ceux qui avaient recruté, côté Montferrandais, il y avait le papa de Xavier Sadourny. Oui, Alain. Il y avait Alain Sadourny et je vais te faire de la peine, il me semble bien qu'il était ton papa. Oui. Son papa, oui. Je m'en rappelle encore de ces épisodes douloureux, justement, effectivement. C'était de l'incompréhension totale quoi, à l'époque, quoi. C'était dingue. Enfin, là, il y avait le cas moi, je trouve ça dramatique, en plus sur des jeunes comme ça, je trouve ça absolument innommable. Mais quand tu penses à l'époque où la Merluche, il est passé de Grenoble à Clermont, licence rouge. Équipe de France, quand même. Équipe de France. Il jouait en B, quand. Il joue en B. Il avait le droit de jouer en équipe de France, mais il n'avait pas le droit de jouer. T'imagines quand même la débilité de la chose, quoi. Donc, ça s'était fait dans ce sens-là, d'accord. C'était une autre époque. Il est beau l'esprit d'autres codes. Pardon. Je dis l'esprit, on dit qu'aujourd'hui l'esprit rugby c'est perdu, mais enfin quand tu vous parlais de ces anecdotes-là qui avaient 30 ans, l'esprit rugby c'était quand même pas terrible. C'était pas tout rose. Et maintenant d'autres ça a complètement changé parce que tu vois qu'en courte saison tu peux passer de Montpellier à Bordeaux sans aucun problème. Je pense qu'il y avait certains qui avaient fait trop d'avant-match un peu trop costaud à ce moment-là dans la division du rugby français. Là, c'était. Non, mais c'était des reliquats du passé qui étaient débiles. Donc après, tu as connu des belles choses avec l'ASM. Tu as été international à maintes reprises. Une Coupe du Monde 2003 en Australie. Oui. Donc si tu veux un peu nous faire rêver avec cette Coupe du Monde australienne, je ne sais pas sportivement si... au début, j'étais pressenti pour faire la Coupe du Monde parmi les 30 joueurs ou 30 joueurs sélectionnés pour faire la Coupe du Monde. Puis au dernier moment, mon nom a disparu de la liste. Ouais. Donc j'étais pas du tout convié pour faire sa Coupe du Monde. Donc une grosse déception parce que c'était un objectif que je m'étais fixé. Bien sûr. J'avais raté de peu celle de 99.
pareil parce que les entraîneurs de l'époque, le courant passait pas entre eux et moi. Et puis 2003, j'espérais la faire. J'ai connu mes premières sélections en 2000. 2000, j'ai évolué en équipe de France, j'ai su m'imposer. Et puis sur des blessures, j'ai pas perdu ma place, mais j'ai été écarté des terrains pendant un très long moment. Et puis je commençais à revenir juste pour la Coupe du Monde, donc je pensais être pris, et puis finalement j'ai été écarté. J'ai eu la chance, où un joueur a eu la malchance de se blesser, donc Xavier Garbajosa qui était blessé avant la Coupe du Monde, pareil très, très longtemps au genou, et il pensait le rétablir pendant la préparation de la Coupe du Monde, puis finalement il s'est avéré que c'était un peu trop juste, donc du coup ils ont fait appel à un nouvel ailier, donc ils m'ont appelé directement à la veille du premier match, de l'équipe de France, de la Coupe du Monde. Donc j'y suis monté très rapidement. Alors, 2 jours après, j'étais en Australie. Et puis j'ai très vite compris ce jour-là que quand je suis arrivé, que j'étais pas du tout dans les papiers de Bernard Laporte. Et que j'avais passé un moment très sympa. En Australie. Est-ce que c'est beau l'Australie? Pardon? C'est beau l'Australie? Il faisait très beau, on était en plus logés dans un hôtel qui était vraiment à proximité de la plage, à Bondi Beach. Et j'ai appris à surfer là-bas, j'ai appris à faire plein de choses. Tu n'as pas été pour rien au rugby. Mais j'ai très peu joué au rugby en fait. Et puis au final, je fais quand même 2 matchs. Je joue le match pas du tout décisif pour opposer les cadres contre les Américains. Un match qui s'est plutôt bien passé, donc on le remporte. Et puis après, phase finale, il me semble que quart finale c'était contre l'Irlande. L'Irlande qui ont fait un match superbe. Moi je suis dans les tribunes, donc j'applaudissais les copains. J'ai bien vécu, honnêtement, mon éviction parce que les jeux, je vous dis, c'est pas comme si j'avais la mauvaise surprise. Je suis arrivé, on m'a dit tu joueras pas, donc voilà. Oui, donc j'étais pas déçu parce que je savais à quoi m'attendre. Et puis on perd la demi-finale contre les Anglais. Donc évidemment j'étais très très déçu pour l'ensemble du groupe parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail remarquable de fait en amont depuis plusieurs années d'ailleurs et le groupe méritait bien plus que de perdre en demi-finale. Et cette demi-finale a eu un effet très, très dévastateur dans le sein du groupe où on a senti un collectif ça a explosé. Mais pas que les joueurs, il y en a du staff au niveau de tout est parti en vrille. On avait 4 ou 5 jours pour préparer justement le match de la 3e place contre les Blacks. Donc du coup Bernard Laporte a décidé de faire jouer tous les joueurs qui ont très peu joué contre les Blacks parce que vu que le fil était cassé et que plus personne n'avait vraiment envie de jouer ce match-là. Je parle des titulaires, des cadres. Ils n'avaient pas trop forcément envie de jouer, ils voulaient laisser la place à ceux qui étaient présents, qui ont très peu joué. Donc du coup, on s'est retrouvés en 5 jours à préparer un match contre une des meilleures nations du monde, parce que les Blacks avaient perdu contre l'Australie. Qui était énervé. Qui était très énervé d'avoir perdu, et surtout, eux, ils n'ont pas fait tourner. Eux, ils ont joué avec leur équipe type. Donc là, tu as affronté qui là, en vis-à-vis là? On s'est retrouvés je crois que j'avais Doug Odette. Ah oui, pas mal. Tu t'es mis du synthol dans le nez? Non, là j'avais pas besoin parce que on savait qu'à tout moment on pouvait prendre très très cher. Et puis donc on s'est très bien préparé en 4 jours. Moi je connaissais aucune combinaison, donc en 4 jours j'ai rattrapé tout le retard que j'ai eu en 1 mois et demi. Okay. En même temps sur la plage tu pouvais pas apprendre les combinaisons. En faisant du surf c'est compliqué. Et donc non, après c'était super, c'est une belle expérience. On finit 4e malgré tout, mais j'ai vécu plein de belles choses, moins bonnes mais de belles choses aussi. T'as un grand chelem aussi. Après, j'ai fait le Grand Chelem, j'ai fait le Grand Chelem de 2002. Premier Grand Chelem destination, l'histoire de destination. Donc ça, c'était un très beau... On était ensemble. Vous étiez tous les deux? J'étais passé, moi, pas y avoir.
T'avais fait un match. Ouais, t'es venu boire T'as fait le t'es venu boire Pays de une Galles. T'as fait le match du Grand Chelem. T'as fait le Pays de Galles. Ouais. Bah oui, On a reçu, je me rappelle, on a reçu en cadeau des bouteilles de pinard Oui. avec la liste de tous les joueurs. de tous les joueurs. Sur Putain, la j'ai dit, bouteille. moi, j'ai dû jouer 25 minutes, Ah avec oui. 30 minutes. Il y a mon marqué. Grand Chelem 2002. Bah oui, mais t'as fait partie, C'est marqué. T'as fait partie Eh oui, eh oui. de Tu l'histoire. tu l'as bu ou pas la bouteille ou tu l'as gardée? Il y en avait plein, il y en avait deux caisses, je crois. Deux caisses de 6. J'en ai balancé quelques. Enfin, j'ai dû en garder bien une ou deux qui va qui c'est du vinaigre maintenant, je pense, mais bon. Ouais. Des reliques. Des reliques, bah ouais, ça se pour le garde. souvenir. Et tu nous dis un petit mot de ton expérience anglaise, puisque tu fais partie des joueurs. Il y avait Philippe qui était parti Oui. donc à Gloucester Oui. et qui après a entraîné Selm. Et toi, J'ai failli partir d'ailleurs avec Philippe 2-3 ans avant dans ses valises. Et puis ça s'est pas fait. Je suis resté finalement à l'ASM. Puis par la force des choses, Clermont a préféré de se passer mes services en 2003-2004. J'ai dû donc quitter avec grand regret. Ça a été compliqué. Hein. Ouais, avec grand, très très difficile dans ma carrière. Grand regret donc le club où j'avais toute ma famille, tous mes amis. J'avais fait ma vie ici en fait. Et j'ai dû partir, forcé à partir. Donc je suis parti à Castres une saison. J'ai fait une saison correcte, pas très bonne mais correcte, où j'ai imité un peu la casse, mais surtout mentalement j'étais très très affaibli. Et j'avais besoin de partir donc très 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 loin pour me ressourcer et changer d'air et vivre autre chose, quoi. Parce qu'en France, il y a trop de choses qui me rappelaient ces mauvaises expériences. Donc j'ai dû partir à Basse. C'est John Connolly qui entraînait à l'époque, qui était manager de Basse. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti là-bas, parce que il m'avait repéré quand il était entraîneur à Paris. Il m'avait repéré à l'époque où je jouais à l'ASM. Et il s'est dit, bah tiens, ce serait bien qu'on ait un petit Frenchie dans le club de Basse pour nous apporter un petit peu de folie. Et, French Flair. Des French Flair, ouais, exactement. Et puis je suis arrivé sur ce club de Basse. Tu es devenu fluent en anglais du coup? Et Non. j'ai commencé à parler anglais, parce que je parlais très peu anglais. J'ai commencé ici à parler un peu plus en anglais, à me débrouiller un peu mieux, parce que c'est vrai que c'était pas ça. Et j'étais le seul français, donc j'avais pas le choix. De toute façon, si je voulais me faire comprendre et puis comprendre ce qui se passait, j'avais pas le choix, hein, donc de me mettre Tu en voulais anglais. bouffer Ouais. Et Fish and j'ai chips, ça passé va bien deux un moment. saisons, deux superbes saisons, presque aussi belles que celles de l'ASM. Tu fais une finale de Challenge Cup. J'ai fait Ici ça a été mon dernier match là-bas d'ailleurs. Mais tu fais partie quand même du peu de joueurs français qui ont joué à l'étranger, parce que vous êtes pas des masses hein, quand même. Hein. Oui, à s'être exporté, surtout à cette époque-là. Le championnat anglais, c'était le plus relevé. Il y en a eu quelques-uns, peut-être une petite dizaine, hein, mais Regarde, c'est pas courant en fait de voir des Français s'exporter. Tu fais partie de cette colonie française qui à un moment donné. Le français, bougé, quoi. c'est vrai qu'il n'a pas forcément une très bonne image du côté de la Manche, parce que le français, il est pas forcément travailleur, il est caractériel, c'est l'image, hein, c'est pas. Ouais, bien sûr, on réalité, est d'accord. Donc c'est vrai que quelques Français qui sont passés derrière la Manche, là, ils n'ont pas eu une très belle expérience. Et ça s'est généralisé en fait. Et c'est vrai qu'avec des joueurs comme Chabal, qui a redoré un petit peu l'image du Français, hein, parce qu'il est resté très longtemps Chabal en Angleterre. Saint-André aussi, moi je suis resté 2 ans. Il y a eu Castagnède. Qui est resté très très longtemps là-bas, donc ils ont laissé de merveilleux souvenirs. Il y a Serge, Betsen, pareil. il y a encore, il y a Rafa, il y a Agnès, Donc il y a eu quelques belles personnes, de beaux joueurs français qui sont passés là-bas et qui ont laissé une trace dans l'histoire du club. Et je me rappelle plus, on avait joué contre Basse et t'étais pété toi je crois. Non, c'était ce match-là, à la finale bouclier européen, à Londres. Et on match très serré, c'est en 2008. Avec Raph Chanal qui nous prend un carton rouge. Ah non, c'était pas contre Basse, moi c'était en 2003 et j'étais encore. Ah ouais, non, c'était en 2003, t'as raison, je mélange les années. Ouais. Ça y est. C'est un Reading qui prend Ça le carton rouge. y est, Reading, t'as Radio raison. Alzheimer. C'est un Reading, putain, ouais, je me rappelle de pour.
cette histoire, quoi. Du coup, t'as pas terminé ta carrière à Basse. Si. On va dire que oui. Ah, Si, j'ai travaillé. on oublie donc. On oublie Voilà, l'expérience. On va rester sur l'expérience positive. Voilà. Expérience J'ai eu positive. l'expérience de Brive. Donc, Il y a quelqu'un Ben, qui en demande si tout tu avais cas, pris des cours d'anglais avec Elvis. T'avais pas joué, quoi. Hein, David, Oui, il y a quelqu'un qui demande sur les commentaires, ça y est, j'ai perdu le commentaire, Michel Rochefort qui demande si tu avais pris des cours d'anglais avec Elvis. Avant de partir. Bah oui, c'est un grand spécialiste. Ouais, ça taille. On va faire une émission d'Armelène parce que elle va être longue, hein. Je préviens, il va falloir prendre. Il nous écoute et c'est pour ça qu'il veut pas venir en fait. Et, elle va être C'est très longue, Michel, hein, elle va être très Michel longue. Rochefort qui demande ça. Hein. Non, mais Ce que j'aime bien, c'est que David il a son petit mémo quand même au cas où quoi. Il dit quand même. il m'a piqué. c'est pas d'erreur. Hein. Le gars, il sait plus ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Trop d'avant-match. Oh, ça, Ouais, remonte, trop de symptômes. ça remonte il y a presque 15 ans maintenant. Et ça passe. Ah ouais, le temps passe. quoi. Ah mon Dieu. Ouais. Bon, Vous mais verrez les quand- enfants, vous verrez quand vous serez- l'heure vous a verrez quand vous serez tourné. comme Jean-Luc. Oui, la loutre arrête de ramer. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il dit le temps pas. Je dis, vous verrez quand vous serez comme Jean-Luc. Si vous allez rigoler. Eh ben, ça va peut-être permettre à Jean-Luc de conclure. J'espère simplement que cette émission vous a plu, qu'elle a été joyeuse et que notre Ouais. ami Eric là-haut a le sourire, a un sourire partagé avec nous. Oui, c'est clair. J'espère qu'il a Une ri grosse avec pensée. nous. J'espère qu'il a ri avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis encore nombreuses soirs. Merci pour vos commentaires. On essaye de les faire remonter quand on peut, quand on les lit, quand on arrive à les lire, parce que ça défile. Donc c'est pas simple. Donc n'hésitez pas à partager la page de l'émission et puis à nous faire connaître. On vous remercie pour votre assiduité. Merci à David d'avoir répondu positivement à l'invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et donc maintenant on va croiser les doigts pour nos amis jaunards. Merci à Guillaume, invité d'un soir. Merci. Quand je disais qu'un blanc peut en cacher un autre. Maintenant, regarde, c'est plus blanc que blanc. C'est facile, c'est facile. On Ouais, dit bah au oui, revoir à Muratoise, à Gérard Durand, à Bruno qui sont encore là, Gérard Bravard et Muriel Labenda. Je sais pas, je connais, j'ai l'impression ce nom, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée. C'est pas parce que Et, l'autre a parlé du clean qu'il faut commencer Ouais, non, à lancer mais des petites je sais pas annonces. les commentaires ou pas? Je sais pas si elle était On là fait les commentaires justement ou pas quand il parlait du clip. Mais les gars, c'est juste Muriel, ma mère, si hein. tu pourrais. C'est sa mère, c'est sa mère. Bien joué. Elle savait pas que t'allais au clean, tu vois. Ouais, bah écoute. Moi, je voulais remercier Alex d'avoir été à l'heure ce soir. Ah, ça une fois. Ouais. une galère. Force est de constater Force qu'il de a été à constater que je l'heure. m'améliore quoi. Ouais, écoute, un Donc, jour, tu pourras peut-être reprendre l'émission. On croise les doigts pour dimanche, pour ce match contre nos ennemis toulousains, nos amis, pardon. Et on se retrouve dans 15 jours sur Rock Arverne. Et d'ici là, n'hésitez pas à faire tourner la page et à commenter. Allez, à bientôt. Merci, bye bye. Allez, après, je tout, les amis.